Voilà, c'était Redi Amissi, Bailo Canto, hein, la Casa de Canto, c'est comme ça on l'appelle. C'est monsieur qui a fait vraiment la pluie et les bons temps de la musique congolaise. Il a émerveillé nos aînés, nos mamans, nos tantes, et moi aussi. Et moi aussi. Et moi aussi. Venu au débat là, et moi aussi. L'avez-dit, vous pouvez être sur ce plateau, nous avons Maître Arlequin Bilomba. Oui. Avec Ricky, nous allons parler d'une thématique. Les régimes matrimoniaux dans la société congolaise. Je crois juste si nous sommes déjà, vous avez déjà la thématique, vous pouvez déjà nous la balancer. Entre-temps, nous disons bonjour au maître. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, madame. Bonjour, maître Arlequin. Maître, je sais que vous êtes avocat. Je ne sais pas si vous allez ajouter autre chose dans votre présentation. Moi, je suis avocat au barreau du Congo central, mais évidemment, je suis également acteur politique, membre d'un parti politique, le FONIS. Voilà. Du président Joseph Olengankoy. Voilà, que nous saluons en passant le président Joseph Olengankoy, le président du FONIS. Nous les saluons aussi, c'était un grand homme dans ce pays. Vous savez ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, maître, et nous voulons tout d'abord, avant de commencer notre sujet, notre thématique d'aujourd'hui, que vous puissiez adresser un message à cette population qui est maîtrise dans la partie est de notre pays. D'entrée des jeux, nous sommes estomaqués, écœurés des actes posés par les M23, soutenus par le Rwanda. Cette guerre nous imposée injustement par les acteurs connus, pour ne pas les citer, a causé d'énormes pertes en vies humaines, des déplacements massifs de nos populations. Nous voulons tout simplement lancer un message fort à nos populations de l'Est, notamment ceux du Nord Kivu, de Massissi, de Nirangongo, de Rutshuru, que nous sommes de cœur avec eux. Et là, nous profitons de la même occasion pour louer les efforts du président de la République et de nos forces armées, sans oublier les Ouazalendo pour le travail abattu sur terrain. Et nous avons constaté simplement jusqu'à ces jours, Goma n'est pas encore tombé. Quand bien même il y a eu des émeutes, nous louons le service, le travail fait par les services de renseignement et les services de sécurité de l'État congolais. Merci beaucoup, maître. Goma n'est pas tombé et Goma ne tombera pas parce que nous sommes tous vigilants que cela ne puisse jamais arriver. Alors, nous allons prendre la thématique du jour, le régime matrimonial et la société congolaise. Oui. D'entre deux jeux, maître, vous allez quand même nous parler de qu'est-ce que nous pouvons comprendre des termes simples, le régime matrimonial. En fait, le régime matrimonial est une question traitée par la loi du 1er août 1987 portant Code de la famille, tel que modifié, complété à ces jours. Cette loi organise cette question dans ses articles 487 à 533. Mais lorsque nous faisons la lecture de la loi, nous constatons que la loi ne définit pas ce que l'on entend par régime matrimonial. Là, nous recourons aux doctrinaires, notamment les professeurs Edi Mwanzo, Kifwabala et consorts, qui définissent le régime matrimonial comme étant l'ensemble de règles légales régissant les relations pécuniaires entre époux. Ceci avec le tiers pendant le mariage et après sa dissolution. Telle est la définition donnée par les doctrinaires en ce qui concerne le régime matrimonial. Cependant, lorsque vous analysez la loi, vous allez constater que le législateur congolais a organisé 3 types de régimes. La séparation de biens, donc ici il y a 2 patrimoines propres. Donc chaque époux a son propre patrimoine. Et à la dissolution du mariage, le régime s'est dissous de plein droit. Les mariages s'est dissous de 3 manières. Par la mort,
de l'un des époux, par les remariages de l'un des époux lorsqu'il y a un jugement constatant l'absence de l'autre époux, et puis par les divorces. Alors, nous avons également le deuxième régime, c'est la communauté universelle réduite aux accueils. Ici, il y a 3 patrimoines. Il y a le patrimoine du mari, le patrimoine de la femme, et le bien commun, réduit la communauté aux accueils. Quand je parle des patrimoines, c'est-à-dire je fais allusion aux biens meubles et immeubles acquis, soit à titre honoré, soit à titre gratuit. Ici, dès qu'il y a dissolution du mariage, ce ne sont pas les biens propres des époux qui fera l'objet du partage, mais ce sont les biens qu'ils ont acquis pendant les mariages qui fera l'objet des partages. Mais également, le troisième type de régime organisé par la loi, nous avons le régime de la communauté universelle, qui est l'opposé du régime de la séparation des biens. Donc ici, les biens acquis avant le mariage, pendant les mariages, ça constitue un seul patrimoine pour les époux. Donc en cas de dissolution du mariage, ce régime se dissout à 50%. Et quand est-ce que le régime matrimonial prend effet dans le mariage? Avant de répondre à cette question, je voulais d'abord parler de la gestion de biens. Lorsque vous faites le choix d'un régime quelconque, la gestion est confiée au mari, après concertation avec sa femme. Peu importe les régimes que vous allez choisir, communauté, universelle, séparation des biens réduits aux acquis, c'est le mari qui gère en concertation avec sa femme. Donc d'une manière de dire que non, c'est le mari qui est le chef de la famille. Et qui la loi le dit, le mari est le chef du ménage. Voilà. Cela ne donne pas droit au mari d'être dictateur. Alors, bien évidemment. Alors, quand est-ce que le régime matrimonial produit ses effets? C'est à dater de son enregistrement devant l'officier de l'état civil. Parce que là maintenant, après avoir célébré le mariage au niveau de la famille, vous devez l'enregistrer devant l'État. Et l'État va vous octroyer un acte de mariage qui atteste que vous êtes marié à tel autre régime. Est-ce que si on rebondit à cela, est-ce qu'un mariage non enregistré à l'état civil peut aussi faire usage des régimes matrimoniaux? Il faut faire la différence entre les mariages coutumiers et les mariages civils. Les mariages coutumiers produisent ses effets à l'égard des familles. Et ne peut produire ses effets devant la justice. Raison pour laquelle, lorsque vous saisissez les tribunaux pour solliciter, par exemple, le divorce et la dissolution du régime, la liquidation du régime matrimonial, et que le tribunal constate que ce mariage n'a pas été enregistré, il va vous renvoyer par un jugement avant dur droit devant l'officier de l'état civil pour enregistrer le mariage, pour enfin traiter les questions que soulève le mariage, notamment la liquidation du régime matrimonial. En rapport avec les 3 principaux régimes matrimoniaux, et lequel est plus adapté mieux à la société? C'est-à-dire la République démocratique du Congo, si je peux enrichir, on pense que lorsque une personne décide d'apprendre séparation des biens, comme vous l'avez dit, ça devient qu'il est égoïste. L'égoïsme. Si on dit, bon, communauté des biens, c'est quelqu'un qui est matérialiste, donc cette femme-là veut seulement gagner des choses. Maintenant, pour la République démocratique du Congo, notre société, quel est ce régime qui peut être vraiment adapté avec la philosophie, les comportements même des Congolais? Vous le savez pertinemment bien que le droit est une science sociale. C'est les faits qui précèdent le droit. Il n'y a pas de droit sans société, il n'y a pas de société sans droit. Ça marche de pair. Répondre à cette question disant que tel autre régime vaut mieux dans la société congolaise, c'est un peu compliqué. Parce qu'il s'agit ici d'une convention de mariage. Et cela dépend des 2 époux. Étant donné que la société congolaise est une société religieuse, j'estime, à mon humble avis, sauf
avis contraire. Et nous le savons tous que c'est la communauté universelle des biens. Et c'est légion. Alors, parler de la séparation de biens, c'est de l'égoïsme, c'est, je dirais, quoi encore, des manque d'amour. Manque d'amour. Non. Moi, je crois que l'amour, c'est quelque chose d'extra-patrimonial. Donc, ce n'est pas évaluable en argent. Et lorsqu'on prend la résolution de se marier avec quelqu'un, généralement, on ne vise pas les matériels. On ne vise pas les avoirs de quelqu'un. Là, ces régimes, ça porte beaucoup plus sur la gestion de ses avoirs pendant les mariages et après sa dissolution. Donc moi, j'estime que ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas non plus une preuve d'amour, parce que ça peut ou ne pas être les deux. Parce que si vous remarquez les statistiques, et dans plusieurs cas de mariage, plusieurs dossiers de mariage, il n'y a que ces régimes matrimoniaux des communautés des biens qui revient partout. Donc tout le monde ne revient que sur communauté des biens. Communauté des biens. Même Plamedi qui est avec moi ici, elle n'a rien. Elle ne fait rien. Et je l'épouse, automatiquement, elle va aller vite pour dire communauté des biens. Et maintenant, à un certain niveau, on commence à voir peut-être que c'est de l'hypocrisie, d'une part. Parce que quand on choisit ces communautés, ces régimes, c'est-à-dire on est hypocrite, on cache quand même des sens pour dire que non, j'aime ma femme, j'aime mon mari. Bon, tous nos biens, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Et généralement, les femmes n'apportent presque rien dans le mariage, mais par leur régime matrimoniaux qu'ils choisissent, est-ce que c'est bénéfique ou bien un danger pour eux? Moi, je crois que, actuellement parlant, dire que la femme n'apporte rien dans le ménage, c'est une aberration. Une aberration, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des femmes ministres, chefs d'entreprise, journalistes que vous êtes. Vous apportez les avoirs, parce que la loi dit les époux doivent concourir aux charges du ménage. Et chacun par rapport à ce qu'il gagne. Moi, j'estime que c'est la femme qui contribue beaucoup plus. Quand bien même si elle ne travaille pas, même si elle n'a pas une rémunération quelconque. En droit de société, on parle des apports en industrie. Vous voyez, ce qu'elle fait comme travail à la maison, s'occuper des enfants, l'éducation des enfants, les nourrir, les accompagner à l'école, les soigner lorsqu'ils sont malades. Comment on peut évaluer ça? C'est un apport non négligeable. Dire que la femme n'apporte rien dans le mariage, c'est une violation gravissime de la dignité même de la femme. Vous savez, maître, dans notre société, la République démocratique du Congo, par exemple, c'est là où nous vivons. Vous n'allez pas me contredire, lorsque l'époux meurt, il y a toujours des problèmes qui tombent derrière pour la veuve. Maintenant, parmi ces trois régimes, lesquels peuvent être vraiment profitables pour la veuve, qui peut sécuriser la veuve? Moi, je crois que ce n'est pas un régime qui sécurise la veuve, c'est la loi qui sécurise la veuve. D'entrée des jeux. C'est la loi qui sécurise la veuve. Sur le plan social, nous le savons, lorsque l'époux meurt, c'est la famille de l'époux qui vient chasser la femme et les enfants. Raison pour laquelle moi je conseille souvent aux mamans, lorsque le mariage est célébré en famille, faites un effort que ce mariage soit enregistré devant le de l'état civil. Et là, vous avez un acte de mariage qui est une preuve par excellence du mariage. C'est sur base de cet acte-là, vous pouvez vous faire valoir vos droits devant les instances judiciaires. Alors, la loi sécurise la veuve, mais il faut savoir réclamer ses droits et il faut les connaître. Parce que réclamer un droit, c'est réclamer un droit à ce qui concerne le régime matrimonial, c'est un droit subjectif. Vous voyez? Alors, lorsque le mariage prend fin par divorce, par exemple, on peut solliciter la liquidation du régime. Ou bien, lorsqu'il y a décès, on peut également solliciter la licitation du régime, donc la dissolution du régime matrimonial. Moi, j'estime que la communauté universelle serait sécurisant et profitable pour la veuve, à condition
que ces mariages soient enregistrés dans le fichier de l'état civil. Avant que vous donniez votre dernier mot, maître, je pense que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, c'est très important pour la Médie de faire un bon choix lorsque vous faites d'abord les choix avant d'arriver d'abord au régime, d'abord le choix de cette épouse, de cet époux. Parce que déjà à ce niveau-là, vous pouvez déjà avoir de petits problèmes. Considérez déjà votre période de fiançailles. Comprenez ce que déjà l'autre, et même si cette période-là n'est pas vraiment profitable à tout le monde parce que chacun devient hypocrite de sa manière. Mais sinon, c'est à cette période-là que vous devez comprendre est-ce que cette personne est vraiment une personne avec qui nous allons aller jusqu'à la fin. Maître, nous sommes pressés par le temps. Je vais vous laisser donner votre dernier mot par rapport à ces régimes, un conseil que vous pouvez donner aux couples, les prochains mariés, les futurs mariés, les prétendants et tout ça. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Est-ce qu'il y a aussi possibilité, les gens qui se sont déjà mariés sous un régime peuvent aussi aller refaire pour changer ces régimes? Bon, d'abord, avant de répondre à cette question, je voulais préciser que le choix du régime est libre. Et lorsque vous avez choisi l'un des 3 régimes que j'ai énumérés si haut, la loi vous n'accorde qu'une seule possibilité. Au cours du mariage, vous pouvez changer les régimes. Une seule fois? Une seule fois. Au cours du mariage. Pour des raisons bien établies par la loi elle-même. Le conseil que je peux prodiguer à nos sœurs, beaucoup plus parce qu'elles nous aiment aveuglément, qu'il faut aimer avec la tête. Le cœur suivra après. Parce que la tête te permet de réfléchir. De réfléchir par rapport au régime, par rapport à la qualité de la personne, par rapport à ses critères. Qui du reste, c'est laissé à la possession souveraine de chacune ou de chacun de nous. Alors, moi, ce que je voulais dire comme dernier mot, il faut se sécuriser. Pour se sécuriser, il faut s'instruire. On dit souvent, mon peuple périt par manque de connaissances. Il faut connaître, il faut lire, il faut s'informer. Et lorsque vous vous êtes marié coutumièrement, faites un effort d'enregistrer votre mariage devant l'office de l'état civil. C'est la seule sécurité qui va vous octroyer le pouvoir de saisir le juge pour solliciter la liquidation du régime matrimonial. Et cela va vous sécuriser, vous, avec vos enfants. Donc, je vous remercie. Voilà, c'est nous qui vous remercions, maître, parce que cette matière était vraiment des capitaux très importants. Et surtout que beaucoup de gens se trompent ou bien sont confus par rapport à ces décisions de régime et tout consort. Je crois que maître nous a bien éclairci, c'était sur base de la loi. Moi, j'ai retenu quelque chose. Voilà, tu as retenu. Donc, faut pas aller presser là-bas de l'autre côté. Non, il faut aimer. Avec la tête. Avec la tête. Les cœurs suivra après. En tout cas, donc c'est ce que Plat me dit. Les choses que toi tu peux retenir compliquées. Comment tu peux retenir ces mêmes choses pareilles? Non, il faut aimer. Non, il faut aimer avec la tête d'abord. Bon, maître vient de le dire, justement, on va prendre une petite détente musicale et puis nous allons nous retrouver juste après et puis nous allons recevoir notre tout dernier invité pour clôturer cette journée parce que voilà, nous étions comme ça avec beaucoup de choses. Justement, on se retrouve tout juste après.